Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. On l'a appris en début de semaine, Jean-Marc Morandini et son émission Morandine Live sont mis en retrait de la grille d'ITélé jusqu'à ce que la grève enclenchée la semaine dernière par les journalistes de cette chaîne d'infos propriété du groupe Canal+ s'arrête. Quand on se souvient que c'est justement l'arrivée de Jean-Marc Morandini qui a mis le feu aux poudres, la grève n'est pas prête de s'arrêter. Bravo en tout cas à Vincent Bolloré et à son staff technique pour ce joli coup stratégique. Mais au-delà de cette anecdote et des réserves émises par les salariés d'ITélé à l'arrivée de Jean-Marc Morandini, peu connu pour la pertinence et la singularité de ses analyses journalistiques, plutôt adepte d'un style trash et par ailleurs mis en examen cet été pour corruption de mineurs aggravée, mais mise en examen ne vaut pas condamnation, il s'avère que cette grève est aussi une première alerte sur ce qui pend au nez de beaucoup d'autres médias hexagonaux. Je m'explique. Le visionnage des émissions de Morandini de la semaine dernière a montré comment sa ligne éditoriale, il y a toujours une ligne éditoriale, même si elle est bien cachée ou inavouable. Le visionnage de ces émissions donc a montré comment, un bon soldat qu'il est de l'armée Bolloré, il a su mettre en place un dispositif vantant les produits du groupe Canal+. Son émission, je le rappelle, traitant de l'actualité des médias. Sujet sur The Young Pop, la nouvelle superproduction feuilletonesque de Canal+. Félicitations à Cyril Hanouna de C8, autre chaîne du groupe Canal+, pour son marathon télévisuel d'il y a 15 jours. J'en passe et des meilleurs. Une ligne qui s'accorde en tout cas à merveille avec la stratégie dite de l'intégration, défendue depuis des lustres par Vincent Bolloré, ou comment chaque entité de son empire doit se mettre au service des autres dans un projet d'ensemble qui doit bénéficier à tous. Un exemple, Bolloré, c'est entre autres Vivendi, Canal+, Universal, mais aussi l'Olympia, la salle de spectacle. Alors, ne nous étonnons donc pas de la présence massive d'artistes Universal sur le grand journal, le rendez-vous phare de Canal+, ou si ces mêmes artistes sont majoritairement les plus représentés dans la programmation de l'Olympia. Déjà, Direct Matin, le journal papier de Bolloré, fait depuis longtemps la part belle aux activités du groupe. Reportages récurrents sur les voitures électriques Bolloré, sur les batteries Bolloré, sur la logistique portuaire Bolloré. Si cette stratégie peut s'entendre dans une logique capitalistique, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, elle a du mal par contre à s'inscrire dans le cadre d'une rédaction journalistique dont le projet présuppose impartialité et indépendance vis-à-vis de tous les pouvoirs, y compris économiques, au risque de ne fabriquer que du public reportage. Alors, quelle philosophie va l'emporter à ITélé ? L'intégration ou l'indépendance ? Du résultat en tout cas de cette lutte sourde dépendra sans doute l'avenir des médias grand public en France, médias de plus en plus rachetés ces derniers temps par des industriels. Exemple, Le Point, propriété de François Pinault, par ailleurs propriétaire de Gucci, de Saint-Laurent et de Puma. Les Échos, propriété de Bernard Arnault, LVMH. Le Figaro, ça c'est Dassault, les avions. L'Express et Libération, propriété de Patrick Drahi, SFR Numéricable. Le Monde, l'Obs, Télérama, racheté par Xavier Niel, Free, Pierre Berger et Mathieu Pigasse, par ailleurs propriétaire des Inrecuptibles. Et puis le Journal du Dimanche, Elle et Paris Match, toujours propriété du groupe Lagardère. Que pour le moment, les rédactions de ces différents médias aient réussi à contrer les volontés intégrationnistes de leurs patrons respectifs, peut-être. Mais jusqu'à quand ? Le résultat de la grève actuelle à ITélé donnera une première réponse. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Marco qui va pas tarder à arriver. Et donc c'est Thomas Delafosse qui
au débeauté, a pris les manettes devant lui. Donc c'est Thomas qui débute cette émission. Dans un instant, retour de notre bon professeur Thibaut pour sa première séquence de cinéphilie décalée. Il sera question, je pense, du festival Extrême Cinéma qui débute ce soir à la Cinémathèque de Toulouse. Nous aurons également dans cette émission Boris Georgelin qui a feuilleté pour nous quelques bandes dessinées. Et d'ici là, je recevrai Oscar Hemsch, guitariste et leader du quartet La Recette, qui sera samedi soir 29 octobre au Taquin à partir de 21h à l'occasion de la sortie de leur premier EP. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Entre Alan Vega et Dépêche Mode, la pop synthétique d'Alex Cameron réveille un style que l'on a cru à tort disparu, avec ses claviers dernier cri façon bon tant pis, ses boîtes à rythme complètement éculées, ses synthés chaotants jouant une partition très limitée. On retrouve également une voix de crooner, celle de Alex Cameron, une voix de crooner d'un autre âge, chanson minimaliste évoquant la loose, les peines de cœur et de cul. L'univers de cet Australien célèbre le ratage avec une constance qui confine à la démarche artistique. Alex Cameron, Gone South, extrait de l'album Jumping the Shark, c'est caramel mou et c'est tant mieux. From the sky, and then it was the night. But nothing in me was tired, so I did not sleep. Instead I waited in the bush. I sat and walked, but no one came. Except a rabbit and some dogs. But they did not give chase. As far as I could see, they'd lost their appetites too. I spent some time making bird calls, but none responded out of fear. I dug myself a spider's hole, and it was hungry work. And then I ate from my geostash. I made some notes for my legacy, with some mud on a rock. But I was not fulfilled without an audience. After a while I gave up. I missed a plane flying overhead, through the sky and off into the night. I knew that I could not compete with that technology, so I designed a bear trap. I met by chance a great tall man. He said he had a room full of orphans. He had them working round the clock, preserving energy. He spoke about the keys to survival. Mesdames, messieurs, Ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants, vous... La
La semaine dernière, je vous avais dit qu'il revenait le mois prochain. Eh bien, il ne revient pas le mois prochain, il revient dès cette semaine. Boris Georgelin, bonsoir. Bonsoir. C'est formidable. Oui. Deux fois en 2 semaines, c'est fête. Noël avant le 25. Je rappelle le surnom que j'ai dans l'équipe, on m'appelle la rustine. C'est vrai que c'est pas faux non plus, ça que vous dites. Quand il y a un problème, quand il y a un trou, est-ce que tu peux venir j'arrive, oui, avec grand plaisir, au évidemment. débeauté surtout, au débeauté. Oui. Il y a beaucoup de gens au débeauté, finalement, aujourd'hui. Il y en a plein. Déjà, l'émission est au débeauté. On parle de bande dessinée, néanmoins ? Oui. C'est la bande dessinée charrie un flot de nouveautés incessant. Donc, C'est comme la littérature, la rentrée, il y a toujours 100 000 BD qui arrivent ou c'est nettement plus réparti sur l'année ? Alors non, effectivement, il y a une rentrée aussi, et puis surtout les principales ventes de livres, ce sont des BD. Oui, ça on le rappelle. Par rapport aux romans et au reste. Après, il y a une concentration du secteur, cela dit, il y a pas encore, ça reste des groupes de taille moyenne par rapport à... on va dire à la littérature traditionnelle, même si les tirages BD sont quand même largement supérieurs. Donc on va parler vous savez, c'est un ton un peu différent, là c'est un vendredi un peu différent, donc c'est un ton un peu différent, on est sérieux d'un seul coup. J'ai lu pour vous 3 bandes dessinées. Et vous avez raison, c'est un vendredi très différent. Voilà, il y a une atmosphère de mercredi. Voilà, c'est peut-être parce qu'il y a des enfants dans le studio que exact. Ça fait très mercredi. Ouais. Allez, on ira... attention à ce qu'on dit, parce qu'on a l'habitude de dire tellement d'insanité. On ira les faire goûter après l'émission. Exactement. Allez, BD. Alors, pâte de fruits et un peu de beurre sur un morceau de pain et du chocolat. Ah ouais. À l'ancienne, non ? Vous avez été directeur de colo Voilà, et si on veut le faire à l'ancienne, c'est avec un verre de vin rouge, mais un tout petit peu de vin rouge, un sucre et beaucoup d'eau. Oui, vous savez qu'à l'époque, la concentration en alcool était quand même moindre. Donc, mais bon, cet aliment formidable qu'est le vin, l'abus d'alcool, modération, mon cul sur la commode, tout ça. Bref, buvez du vin. Allez, mais avec modération. Vous prenez une bonne BD, vous prenez un petit verre de vin. Donc 3 bandes dessinées. La première d'entre elles, c'est Last Man. C'est une bande dessinée de Balak, de Sans-la-Ville et de Bastien Vives. Vous connaissez Bastien Vives, qui est un mec que j'aime bien. La piscine, si je me souviens bien. Oui, le goût du chlore. Voilà, ça c'est une BD formidable dont vous nous aviez parlé ici il y a 2-3 ans. Il y a 8 ans. 8 ans ? Donc, oui. Complètement passé. Oui. Vous avez du diabète depuis, vous savez. Oui, c'est vrai. Vous avez des lunettes beaucoup plus épaisses. Voilà. Le temps passe. Et j'ai de moins en moins de cheveux. Qu'est-ce que vous voulez ? À l'aveuglette. Voilà. Notre amour mûrissait à peine que déjà. Oui, Last Man, tome 9. Et on s'est dit pourquoi conseiller une bande dessinée qui en est à son 9e tome si vous n'avez pas lu les 8 précédents. Mais c'est parce qu'il faut y aller, les enfants. Il faut y aller et vous allez avoir une chance énorme. C'est comme quand un copain vous dit il faut que tu regardes absolument cette série. Et c'est une série dont les saisons sont déjà sorties. Il y en a 3 d'avance et vous pouvez faire du binge watching, c'est-à-dire regarder la série comme vous gavez, vous empiffrez de la série. Et là, c'est pareil. Vous n'avez pas à attendre chaque dimanche ou chaque lundi ou chaque mardi que sorte le nouvel épisode. Donc, Last Man, c'est quoi ? C'est un manga à la française. Ils connaissent tous les codes. Donc, Vives, dont je le présente plus, c'est un jeune homme plein de talent qui est un dessinateur exceptionnel en noir et blanc. Ses acolytes viennent du milieu de l'animation. Donc, il dessine à 3. C'est du dessin sur tablette Wacom de qualité, enfin en tablette graphique. Ils bossent comme des malades, presque comme un studio de manga, parce qu'il y en a un qui fait les décors et les arrière-plans, l'autre qui fait les plans plus rapprochés, les combats, et le troisième qui aide sur le storyboard. Donc c'est une équipe qui marche bien et c'est super dynamique, c'est très agréable à lire. Alors il faut aimer les mangas de combat, évidemment, mais il y a un humour à la française. Et alors il y a un spin-off qui a été tiré de cette bande dessinée qui devait sortir normalement en dessin animé sur France 4, qui avait à l'époque vocation à être encore une chaîne jeunes adultes. Avec l'arrivée de Delphine Ernotte et de nouveaux chefs à la télé, c'est un peu tombé aux oubliettes. Donc ils ont fait un Kickstarter qui a pas mal marché, donc ça devrait sortir. Ils ont fait aussi un jeu vidéo qui s'appelle Last Fight, qui est très bien réalisé. C'est pas juste une lubie de mecs pour faire des choses à côté. C'est pas du merchandising à tout crin, mais c'est qu'ils ont un univers qui est très cohérent, un univers qui est très agréable, qui est très drôle, beaucoup d'humour et beaucoup de violence. C'est un super cocktail. C'est un peu comme la première période de Dragon Ball, c'est-à-dire les périodes de tournois avec Tortue Géniale et consorts. Ça commence comme ça. On est dans une bourgade qui est un peu hors du temps, qui est figée dans un sorte de Moyen-Âge heureux, où il y a une belle boulangère qui s'appelle Marianne et son fils Adrian. Et il y a un étranger qui arrive en ville, c'est toujours ça, un étranger qui vient de s'inscrire au dernier moment
au grand tournoi. Et il doit s'inscrire forcément en doublette. Il n'y a personne pour s'inscrire avec lui. Le jeune Adrian devait s'inscrire, mais son acolyte a mangé trop de raclette la veille et il est malade. Et donc, cette paire mal assortie, bien évidemment, va se trouver. Et ils vont faire le grand tournoi. Donc les premiers épisodes sont consacrés au grand tournoi. Il y a plein de petits gimmicks, plein d'apparitions. J'en ai déjà parlé de la semaine, mais il y a une paire de combattants qui sont les frères Bogdanov à peine maquillés. Et il y a vraiment beaucoup d'humour et l'action est très belle. On sent que l'un d'entre eux est animateur, enfin fait du dessin animé parce que ça fonctionne super bien. Ça n'a absolument pas à rougir des productions japonaises. D'ailleurs, c'est exporté au Japon, c'est exporté aussi aux États-Unis, c'est traduit pour l'instant à un bon rythme. Je pense que 3 ou 4 sont sortis, ce qui est pas mal par rapport aux 9 qui existent en France. Donc Last Man tome 9 vient de sortir. Procurez-les-vous de façon allez-y, foncez quoi, même volez-le chez votre libraire. Non, je plaisante. Moi c'est la librairie Terre de Légende qui me les prête. Comme je les remercie pas souvent, je tenais à leur dire bravo pour cela. Et voilà, donc vraiment très très chouette. Je dirais pas 7 à 77 ans parce que c'est assez violent, mais même si vous aimez pas les mangas, même si vous n'aimez pas les BD d'action, lisez-le parce qu'il y a quand même des mecs derrière qui ont bien intégré tout ça et qui le retransforment à la française. Last Man de Balak sans la ville et Bastien Vives. Voilà, aux éditions. J'en sais rien. Eh ben, très bien, allez, la suite. La suite, c'est un livre dont tout le monde parle et qui n'a pas besoin de moi pour se vendre. Chez Alary Éditions, c'est Riyad Satouf et le 3e tome de l'Arabe du futur. Alors Riyad Satouf, on le connaissait. Vous avez eu la chance de me connaître puisqu'il y a une quinzaine d'années, je vous l'ai présenté quand il faisait Les pauvres aventures de Jérémie. Donc à l'époque chez Poisson Pilote, donc chez Dargaud, il avait fait une BD en collaboration avec un serial BDeur chez Delcourt qui était pas très intéressant, Petit Verglas. Et ensuite, il avait fait Les Jolis Pieds de Jérémie. Les Jolis Pieds de Florence, les pauvres aventures de Jérémie en 3 tomes qui étaient très intéressantes, puis Pascal Brutal, puis ça a été l'explosion chez l'association, il a fait La vie secrète des jeunes, il est dessiné aussi dans Charlie. Enfin, depuis 15 ans, c'est quelqu'un dont vous nous parlez tout le temps. C'est quelqu'un d'incontournable qui garde cette élégance, c'est un type assez formidable. Il a fait un film Les Beaux Gosses, donc sur les années collège. Il a fait un autre film qui se passe dans un pays où c'est les femmes qui ont le pouvoir et les hommes qui sont esclaves modernes, un peu l'Iran inversé. Jackie, le royaume des filles, qui est un très bon film, très méconnu et sous-coté. Donc c'est un type, c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Thomas qui fait la réalisation. Il dit c'est amusant, il a beau faire plein de choses, on aime quand même bien ce qu'il fait. C'est-à-dire ce que fait actuellement Johan Sfar, et je pense qu'il se perd un peu, il s'éparpille et il se regarde beaucoup le nombril, alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Alors que Riyad Satouf, il reste constant. Alary Éditions, je connaissais pas, mais c'est des éditions de grande qualité. Si on regarde leur catalogue, ils viennent de se créer, c'est assez récent, donc ils ont une tentative éditoriale exigeante, et l'Arabe du futur, c'est un carton complet, là aussi international, qui est traduit dans plein de langues. Il raconte sa jeunesse, il est issu d'un couple mixte, son père est syrien, sa mère est bretonne, et les primes années de sa belle jeunesse, il va les passer au Moyen-Orient, et en particulier en Syrie, au début en Libye, puis ensuite en Syrie. Et on s'aperçoit que son père, nonobstant le fait qu'il ait fait des études à la Sorbonne, il est docteur en je ne sais quoi, sociologie, le reste, il a la vocation d'être justement un arabe moderne, de s'inscrire dans le futur, d'être cet arabe du futur qu'ont promis tous les chantres du panarabisme, Nasser et consorts, et Kadhafi même à l'époque. Et pourtant, on s'aperçoit que ce rêve se délite, parce que ce rêve est fondé aussi sur une volonté de rentrer dans une ère moderne, tout en cohabitant avec des pays qui ne sont pas du tout sécularisés, des pays qui sont encore très influencés, très imprégnés de religion. Donc ce qui est intéressant de son point de vue, c'est qu'il nous offre une vision à hauteur d'enfant, une vision naïve. En plus, à l'époque, il est blond aux cheveux bouclés, donc il plaît beaucoup. Dans ce 3e tome, on le voit. Je m'appelle Riyad, en 85, j'avais 7 ans, j'étais remarquable. Cheveux blonds châtains frisant légèrement. 6e version du cartable en carton, oui, parce qu'ils ont des cartables en carton à l'époque en Syrie. Maigrichon à cause des gastro. Sent bon le shampoing à la camomille rapporté de France. Air un peu satisfait, extrêmement propre. Et en fait, on va s'apercevoir que, et c'est toujours ce qui est agréable avec la bande dessinée, c'est que le support est un trait très clair, très, très direct. Et c'est des histoires assez dramatiques sociologiquement. Ce que ça décrit, c'est des pays qui n'entrent pas dans notre ami commun Nicolas Sarkozy avait dit l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Il aurait vraiment dû s'en passer. Et là, c'est à leur corps défendant des pays qui aimeraient rentrer dans une forme de modernité, mais qui sont tiraillés entre leur tradition et cette modernité qui leur tend les bras, qui profite finalement qu'à une caste. On le constate là encore, parce que son père va se faire un ami, il est prof de fac, et il se fait un ami très important, parce que c'est un ami de l'Assad, le père, pas l'ancien bourreau, pas le nouveau.
Et on s'aperçoit que voilà, ils sont obligés d'être dans le compromis, voire la compromission permanente. Sa mère, elle tourne beaucoup en rond. Dans le tome 2, il y avait quand même un crime d'honneur avec une des filles qui était censée avoir fauté. Donc la famille de son mari vont étrangler la fille parce que vous comprenez, l'honneur c'est important. Il est pas monocolore, c'est justement, puisque c'est une bande dessinée. Là, je fais un petit jeu de mots, mais qui est en noir et blanc. Quand il est en Syrie, c'est en rose. Quand il est en France, c'est en bleu. Quand il était en Libye, c'est en vert. On voit aussi à l'époque, même s'il revient en France uniquement pour les fêtes, la France, c'est pas le parangon des Lumières et le phare de la pensée universelle. Ils vont en Bretagne, c'est les bouseux. Donc il y a cependant aussi du voisin qui tue les chats les chatons qui viennent de naître dans un sac à gros coups contre la poubelle et qui les jette. Il dit, viens là, mon petit, viens de boire, avec les dents édentées. Enfin, tout est denté. Voilà, on est dans les années 70. Et même s'il y a des choses qui sont depuis 1905 en France, donc il n'y a pas de religion et visiblement ils ne reçoivent pas de coups de bâton à l'école, il y a quand même un côté un peu ancré dans des superstitions et des peurs et des croyances. Et ça, il le met bien en parallèle, même si c'est pas forcément l'objet. Donc voilà, l'Arabe du futur, je devrais même pas en parler, ça se vend tout seul comme des petits pains. Mais pour ceux qui n'auraient pas l'idée, lisez-le, ça donne une bonne idée de ce que c'était. Moi à l'époque, j'étais en Tunisie, qui avait un pays qui avait déjà bizarrement, alors sans faire de politique, quand même avancé grâce à Bourguiba et qu'ensuite qui a beaucoup régressé. Donc on ne constatait pas les mêmes choses. Aussi un peu grâce à Bourguiba. Oui, c'était l'époque de la faim. On le trimballait, il avait une Mercedes 600. Ouais. On le trimballait, il était, je pense, déjà mort. Et il venait inaugurer un olivier. Et on lui soulevait le bras pour qu'il dise bonjour, comme ça. Et moi, ça me choquait. Je dis, mais c'est un robot ou quoi? Il fait, non, il est vivant. C'était un pré-Bouteflika, si vous voulez. C'était un pré-Robocop. Bouteflika est mort il y a 2 ans. Hein. Oui, donc, il paraît. C'est sa statue qu'on voit actuellement en Algérie. L'Arabe du futur, tome 3, là aussi aux éditions Alary. Voilà. Donc ça, je sais, c'est bon. Et voilà. Allez, le dernier, David Mourier et Camille Moog. Je dis Moog comme les synthés parce que ça me plaît, s'il faut c'est Moog. Bon, mais Moog, c'est déjà un super nom, quoi. C'est déjà, elle devrait être contente de s'appeler Moog, déjà. Donc là, c'est aux éditions Delcourt. David Mourier, vous l'avez peut-être connu avec Monsieur Poulpe, c'est son acolyte. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Il a coécrit des scénarios avec Lewis Trondheim. Il est plutôt dans l'audiovisuel, les sketchs, ce genre de choses. Je ne savais pas, mais en fait, en se renseignant, on s'aperçoit qu'effectivement, il est aussi dans la bande dessinée. Dieu n'aime pas papa, c'est quelque chose qui m'a vachement ému. Moi, David Mourier, j'aime bien ce qu'il fait, mais physiquement, il me fait un peu peur. Dans ses sketchs, dans chez machin, je me dis, mais il a toujours un être un peu spécial. C'est le genre de mec qui font un peu flipper, un peu. Je dis, merde, c'est bizarre, il est spé, quoi. Hein, ce genre il y a absolument aucune raison objective sur lesquelles je me fonde pour dire ça. C'est juste un a priori à la con. Donc je me dis, tiens, je vais lire quelque chose d'un mec que je sais qui a du talent, mais je sais pas. En fait, ça m'a réconcilié avec David Mourier, qui ne savait pas que je ne l'aimais pas, mais maintenant qui ne sait pas que je l'aime. Et ouais. Donc c'est facile, ces retournements de veste. Formidable. Je me suis senti Laurent Wauquiez là. Mais moi, ça me fait plaisir de voir ce changement. Ça me fait très plaisir. Dieu n'aime pas papa. Bon. Quelle super bonne idée. D'abord, la super bonne idée, c'est Camille Moog qui dessine normalement, enfin, de dessinatrice de bande dessinée classique. Et ensuite, il y a le petit enfant, Tao, qui témoigne, qui lui dessine comme un enfant. Je pense que c'est David Mourier qui dessine comme un enfant et qui fait le scénario. Sur du papier quadrillé, c'est formidable. Sur du papier quadrillé. Et l'histoire, elle est. Et franchement, ça m'a ému, ça m'a vachement ému. Et là encore, c'est un scénario qui est rafraîchissant et nouveau, parce que c'est un autre angle. C'est un garçon, ses parents ont divorcé, sa mère le vit mal. Bon, c'est assez classique, mais en fait, sa mère et son père étaient catholiques pratiquants. Donc voilà, elle s'est renfermée dans sa coquille, et elle ne jure que par la Bible. Donc lui, il dessine l'histoire de Bible, il rajoute des trucs un peu spé, tout ça. Au caté, il y a une copine, elle met des licornes et tout ça dans la Bible. Elle dit non, c'est pas ça. Il faut être vraiment dans son délire à lui. Mais en fait, c'est sa soupape de sécurité, c'est son petit rayon, son exutoire, parce que en fait, sa mère ne veut absolument pas que l'enfant revoie le père, parce qu'on apprend à mi-parcours, c'est pas non plus, je vous lâche pas une bombe machin, mais que le père est parti parce qu'en fait, il est homosexuel et il voulait vivre sa vie avec un homme, et elle décide qu'il ne verra plus jamais son fils. Double péché pour un divorce. Là, c'est gratiné. Sauf que le père est aussi catholique pratiquant. Et on se dit, putain, mais c'est hyper chiant son papier, un truc de catho, c'est pourri. Mais en fait, il y a déjà la manif. Il y a un écho, c'est très intéressant parce que d'abord, on le traite plus parce qu'on l'a dit, nous,
1905 et le reste, aujourd'hui, voilà, la seule religion sur laquelle on bloque, c'est l'islam, sans se rendre compte qu'on a fait nos agitamento et que le projet sociétal du christianisme a échoué du fait des Lumières et de la séparation de l'Église et de l'État, et que maintenant, à part des résurgences de quelques robes à smoke et manif pour tous, on y revient. Petit foulard, et voilà. Mais ça, c'est des feux mal éteints, à part Jean-Frédéric Poisson qui est reparti dans ses diatribes antisionistes contre Clinton. Mais c'est intéressant de voir ça parce qu'effectivement, tout le message qu'elle délivre est le message biblique, parce que lui, il met en parallèle de ce qu'il lit dans la Bible et tout ça. Sa mère est super intolérante, mais à un point qui est voilà, elle se renferme là-dedans, elle est d'une tristesse folle, et en plus elle utilise tout ce qu'il arrange dans la Bible pour aller dans ce sens-là, alors que il y a un prêche du curé, et je me suis dit tiens, ça doit être une histoire qui doit avoir des résonances autobiographiques fortes, mais même pas. Il remercie le curé dans les remerciements en disant la seule messe à laquelle j'ai assisté, j'ai pris toutes les notes, c'est bon, c'est même pas, mais de le faire sous cet angle, c'est intéressant, et on peut comprendre comment les gens se radicalisent. Alors le mot est un peu fort, mais en tout cas bloquent sur un aspect monofacette du monothéisme pour s'embrigader dans quelque chose. Évidemment, il y a un twist, il va pas se laisser faire, l'enfant, les choses vont changer parce que les parents doivent se voir au tribunal, mais je vous raconte pas, et ça va peut-être aller mieux. En tout cas, j'avais comme ça le petit glups, partant sur une histoire qui parlait de la Bible, quoi. Enfin, d'un gamin qui était confronté à sa mère qui elle-même se confrontait à la Bible. Voilà, et à la réalité. Oui, vous imaginez le double péché. Parce que son mari le connaît depuis qu'ils sont enfants, et lui, il s'est aperçu, c'était son meilleur ami, comme elle disait. Bon. D'accord. Eh bien, très bien. Voilà. Dieu n'aime pas papa. David Mourier et Camille Moog aux éditions Delcourt. On se revoit dans un mois, c'est-à-dire dans une semaine. Mais c'est à peu près ça. Ou alors dans cette semaine, c'est comme pour les chiens, il faut multiplier par 7. Ah ouais, non, peut-être dans une semaine, puisque normalement on annonce Magie de chère fille dans pas très longtemps. Eh bien, je serai là. Dans ce studio. À bientôt, Boris. Au revoir.
Oscar Hemsch, bonjour. Bonjour. Ce qu'on vient d'écouter, c'est la musique d'un quartet que vous pilotez depuis 3 ans à peu près. Ouais, c'est ça, 3-4 ans. Ouais, depuis 2013, qui s'appelle La Recette. Vous sortez un 5 titres que vous fêterez comme il se doit au taquin demain, samedi 28 novembre. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'histoire de ce quartet? Et je précise que vous êtes également venu avec le batteur de la formation, Théo Moutou. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonjour, donc moi c'est Oscar. Oui, faut que je parle de du groupe. Le groupe La Recette, voilà, comme tu l'as dit, ça a commencé il y a 3-4 ans à Toulouse. Du coup, on s'est rencontrés via les études parce qu'on était soit en fac de jazz ensemble, soit au conservatoire. Et après, on s'est pas mal rapprochés via des jam sessions sur Toulouse. Et du coup, j'ai décidé de monter ce groupe dans lequel je fais la musique. Donc, outre Théo Moutou ici présent, le quartet compte également Étienne Manchon au clavier et Philippe Burneau à la basse. Donc, un groupe qui évolue dans une esthétique que l'on appelait, lorsque j'avais 17 ans, rock progressif. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est ce retour à des sons qui sont quand même plutôt datés années 70. Enfin, je sais pas, moi, quand j'écoute ça, j'ai pensé à des vieux Caravanes, à des vieux National Health, à du King Crimson, à du Pink Floyd première époque, à Genesis époque Foxtrot, enfin à des groupes comme ça. C'est assez étonnant pour des jeunes musiciens, parce que vous avez à peu près 25-26 ans, pour des jeunes musiciens de revenir à ces sonorités-là. Ça vient d'où? Et vous n'êtes pas le seul, hein. À Toulouse en ce moment il y a quand même pas mal de groupes qui jouent un peu sur ces esthétiques, Initiative H, XXL, Gouzou, enfin il y a vraiment un tas de groupes qui sont sur ces esthétiques là. Ça vient d'où, ça, ce retour aux années 70 et donc au progressif rock? Ouais, en fait, déjà, je pense qu'il y a une grosse part qui est due à l'utilisation des synthés analogiques des années 70-80. Nous, on utilise pas mal en Juno 106. Et je pense que c'est un effet, enfin pas forcément de mode, tu vois, mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de musique, même qu'on écoute. Enfin, sur cette EP là, il y a des morceaux qui m'ont été inspirés par des groupes comme Tame Impala. En fait, plus des trucs récents finalement que les groupes que tu as cités précédemment. Mais qui eux-mêmes vont piocher dans l'histoire de ces groupes-là. Enfin, le progressive rock, on va peut-être le définir en 2-3 mots. C'était des morceaux pour la plupart qui pouvaient être assez longs par rapport au standard pop de l'époque. 3 minutes, c'était des morceaux qui allaient 5-6 minutes facilement, et avec beaucoup de changements de rythme, de changements de couleur, de changements d'ambiance dans les morceaux. On partait sur des tempos très lents et ça montait d'un coup et puis ça redescendait après. Enfin voilà, c'est ça le progressive rock. Une musique très écrite en plus, très écrite, avec des moments d'impro, mais très écrite. Et vous y êtes vraiment en plein dedans. Ouais, en tout cas la place de l'improvisation, elle a beaucoup changé dans le groupe. Parce que de base c'était quand même vraiment un groupe instrumental, enfin on faisait genre du jazz, un peu hip-hop, tu vois, et au final moi j'ai envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus écrit, même si on garde quand même des plages d'improvisation, mais qui sont beaucoup plus balisées, et du coup la place du chant est vachement plus présente, enfin et plus centrale, parce que c'est un projet qui a pas toujours été un projet avec des voix, quoi. Donc progressivement ça allait vers quelque chose comme ça. Après, au niveau de nombreux changements justement de rythme, d'atmosphère et tout, pareil, je suis plutôt dans une démarche de simplification, même si j'aime bien quand on est surpris justement par un changement de métrique ou quoi, mais justement en fait ce que j'aime bien, c'est quand on remarque pas qu'il y a un changement de métrique. Parce que nous on est content de le faire et de le faire bien, parce qu'on se dit attention, on s'est pas trompé. Mais en fait si à l'écoute on se dit juste c'est cool, et on se rend même pas compte que c'est passé du 4 à 7, en fait c'est encore mieux. Ce dont on se raconte, c'est qu'effectivement on a changé d'ambiance et que d'un coup on est passé de tons très très chauds à des tonalités un peu plus pastel, et c'est vrai que c'est un peu comme ça que se passe un peu la découverte de votre musique, avec un passage sur
sur la voix qui est quand même très important. Et là, peut-être, le côté voix, on va plus piocher du côté gospel et du côté soul de la musique. Ouais, pour moi, le maître incontesté, c'est D'Angelo. Pas que pour moi, je pense Théo aussi, toi t'aimes bien D'Angelo. Donc et en plus du coup ça tombe bien que Théo soit là parce que déjà parce qu'il fait partie du groupe et aussi parce que de base c'était le seul qui chantait dans le groupe, donc j'écrivais les paroles et du coup c'était Théo qui chantait. Et au fur et à mesure, je me suis mis à prendre ce rôle-là et au final maintenant j'ai plus souvent le lead et du coup Théo chante quelques morceaux en lead et a un rôle de chœur. Et Philippe aussi, d'ailleurs à la basse. Enfin, c'est ça qui est important aussi je pense dans notre son, c'est qu'on apporte pas mal d'importance justement à la polyphonie vocale et je pense ça apporte un truc aussi quoi. En plus et c'est vrai que des synthétiseurs quoi. La présence des voix est très importante dans votre musique. On va y revenir dans un petit moment. On va faire un petit break parce que notre bon professeur Thibaut ici présent a un carnet toujours très rempli et il doit assez rapidement nous quitter. Fred Thibaut, donc je vous le présente, plus connu ici sous le surnom de professeur Thibaut, le spécialiste des cinéphilies décalées. Et chaque année à Toulouse, il y a un festival qui s'occupe de ces cinéphilies-là. Il y est pour quelque chose, pour un peu dans ce grand raout. Ça s'appelle Extrême Cinéma. Extrême Cinéma, ça commence aujourd'hui. Fred Thibaut, bonsoir. Tout à fait, ça commence ce soir, petite fée de la FM. Ah ouais, et ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce préambule. Dites, ça fait quasiment 5 mois que vous êtes parti, vous aviez disparu des radars. On s'est raté déjà 2 ou 3 fois. Que se passait-il ? Je suis occupé. C'est vrai. Je suis occupé. J'étais malheureux de pas venir. Une fois je vous ai eu en Suisse, une fois je vous ai eu dans le centre de la France. C'est ahurissant. Oui, vous êtes partout. Je sais bien. Oui. C'est comme s'il me manquait un bras, vous voyez, de pas venir. J'ai trouvé ça, mais j'ai toujours les deux là. Je vais vous le remettre. Voilà, tout à fait. Mais ça va beaucoup mieux. Donc Extrême Cinéma. Passons à l'essentiel. On passe à l'essentiel. Je vous fais quoi, un petit résumé de la situation ? Eh bien oui, et puis de quoi qu'on cause aujourd'hui, même si vous le disiez régulièrement, vous le dites régulièrement dans cette émission, lorsque vous parlez d'Extrême Cinéma, il n'y a pas de ligne éditoriale. Oui, tout à fait. Pourtant, vous savez ce que je dis aussi, c'est que des lignes éditoriales, il y en a toujours, même des inavouables. Surtout des inavouables. Non, on va parler d'Extrême Cinéma quand même. C'est quand même le truc pour lequel je suis là, en partie, il faut le dire. Aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Extrême Cinéma très rapidement? La 18e, voilà, ça fait 18 ans qu'on est là. On va dire que c'est l'âge de la majorité. Je sais pas trop, si c'est l'âge de la majorité. Vrai, vous le dites. Mais enfin, en tout cas, on est toujours là. Alors, chaque fois, on me pose la question, et je me la pose à moi-même, alors, qu'est-ce que c'est qu'Extrême Cinéma? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Moi, je vous le dis, cinéphilie décalée, ça me va bien. Oui, peut-être, mais c'est quelque chose. Mais pas tant que ça. Vous verrez quand vous aurez un peu bûché le programme. Moi, j'ai l'habitude de dire, là, maintenant, j'ai trouvé une petite formule, moi, qui me plaît bien. C'est avec mon coprogrammateur, là, Franck Lubé, qui lui dirige la programmation de la Cinémathèque de Toulouse. En fait, on conçoit ça un peu comme un monstre de Frankenstein. Voilà, on essaye de juxtaposer des choses, de coudre des parties ensemble, comme le ciné-concert d'ailleurs qui va avoir lieu ce soir là, donc qui est un film de science-fiction anglais qui s'appelle High Treason, Point de Turat, alors qui est un film formidable déjà, avec voiture volante, tunnel sous la Manche, enfin tout avait été déjà prévu en 1929, tout était déjà là, et sur cette petite chose va jouer donc un groupe toulousain qui s'appelle Bewitch. Alors je sais pas du tout ce qu'ils vont faire en fait ce soir. On peut les voir tourner sur Toulouse. Là par contre je sais ce qu'ils font, je vais les voir souvent. On va dire que c'est pop psychédélique. Voilà, alors ce soir ça va être le grand mystère, mais finalement voilà, je trouve que c'est un bon exemple pour Extrême Cinéma. Voilà, c'est cette espèce de monstre là qui vit tout seul, qui se déplace tout seul. Donc puis en plus cette année on fait revenir quelqu'un qu'on aime bien, on fait revenir Frank Helen l'auteur. Vous en avez souvent entendu parler dans cette émission. Donc on va le faire venir pour 6 films. Donc et un qui risque de particulièrement vous plaire, alors qui n'a pas été annoncé véritablement dans le programme parce qu'on n'a pas pu donner on n'a pas pu donner le titre, figurez-vous. Voilà, dans le programme on a appelé ça Rough Cut.
Voilà, rough cut, c'est basiquement, c'est en anglais, c'est le montage brut, le bout à bout, c'est un premier bout à bout, voilà. Donc, mais qui est en fait un film qui est quasiment fini, mais pas tout à fait, sur une histoire complètement incroyable qui s'est réellement passée. Et d'ailleurs, on va faire venir, on a décidé de croiser les effluves parce que du coup, on invite un dessinateur qui s'appelle Mike Diana. Et Mike Diana, qui aux États-Unis fait du comics underground, très très underground et très trash. Il lui est arrivé une histoire complètement incroyable. On a retrouvé ces bandes dessinées dans les années 90. On a retrouvé ces bandes dessinées en fait sur une scène de crime. Et donc il y a un gentil policier en fait qui a fait une fixette en fait sur ces bandes dessinées, qui a commencé à collecter ce qu'il y avait sur cette scène de crime, qui a commencé à collectionner les BD de Mike Diana, qui a contacté Mike Diana en se faisant passer pour un dessinateur. Et du coup il y a un truc qui s'est mis en route, la machine judiciaire, c'est-à-dire que Mike Diana a été accusé en fait des meurtres qui avaient été commis. Il en a été rapidement disculpé. On croit que l'histoire s'arrête là, mais pas du tout. Là, il y a un truc complètement fou qui se met en route. Ça s'appelle la machine judiciaire américaine. C'est formidable. Et les ligues de bonne mœurs qui se rajoutent par-dessus. C'est qu'en fait, à un moment donné, il y a ce policier, avec un juge, a décidé que si ces crimes avaient été commis, c'était à cause des dessins de Mike Diana. Eh ben ouais. Et donc ce garçon a été condamné à de la prison ferme, à une amende énorme, à une expertise psychiatrique, à ne pas pouvoir approcher un mineur à moins de 50 mètres, enfin toutes les joyeusetés de la machine américaine. Et c'est devenu, alors à ma connaissance, c'est devenu en fait le premier auteur de bande dessinée à être condamné dans son propre pays par sa propre justice pour ses propres dessins. Ah. Voilà. Et là du coup donc Franklin l'auteur, alors on est loin des caricatures de Charlie. Ah oui tout à fait, oui complètement. C'est une histoire complètement folle, complètement folle. Et du coup alors Franklin l'auteur qui lui est connu pour ses films d'horreur, voilà, on va les passer, les Frankenhooker, les Basket Case, etc., a décidé de consacrer un documentaire donc sur cette histoire. Voilà, à cette histoire et sur ce garçon donc Mike Diana. Donc on fait venir les deux, on fait venir Franklin l'auteur bien sûr qui va rester avec nous toute la semaine, et on fait venir aussi Mike Diana. Et Mike Diana d'ailleurs aura 2 expos pendant toute la semaine, puisque ce coup-ci j'ai décidé de sortir de la cinémathèque. Il m'en a fallu du temps, oh là là, c'est difficile. C'est bien la lumière. Voilà, c'est difficile. Et donc il y aura 2 expositions donc Mike Diana. Il y en aura une au Pavillon Sauvage qui concernera donc le côté comic book purement, avec des planches originales qui seront exposées, et il y en aura une à IPN donc où là ce sera plus le côté peinture, voilà, parce qu'il fait de la peinture, etc. IPN pas très loin de la gare. Voilà. Et donc il y aura aussi une rencontre donc avec le public qui aura lieu au Centre culturel Bellegarde. Très bien. Donc on pourra discuter avec Mike Diana. Voilà. Et ça c'est complètement formidable. Et ça c'est la semaine Frankenhooker l'auteur. Ouais, tout à fait. Alors après il y a plein de trucs, je sais pas, je peux encore m'étaler après sur Extrême Cinéma. On aura 2-3 minutes. Moi j'ai vu qu'il y avait la comtesse perverse. Si j'ai le temps, je pense que je vais venir le voir. La comtesse perverse, ça c'est formidable, parce que ça vous voyez, on l'a collé par exemple avec les chasses du comte Zaroff. On peut dire grand classique, voilà, du fantastique des années 30. Ouais, on peut dire c'est complètement incongru, sauf que la comtesse perverse est un remake des chasses du comte Zaroff, mais à poil. Et voilà. Voilà. Donc on a il y a plein de petits trucs comme ça et tout. On aura aussi une carte blanche Éric Valette, donc le réalisateur de La Proie et d'une affaire d'État, qui alors c'est marrant parce que lui du coup il vient pas pour montrer ses films, c'était son choix, mais alors son choix donc c'est cette carte blanche qui s'est transformée en carte noire vu la radicalité de ses choix. Et en fait on exhume, vous voyez, un western avec Burt Lancaster. Alors vous vous dites comme ça, mais il y en a plein, puis c'est du classique, etc. Ouais. Sauf que son choix en fait s'est porté sur L'Homme de la Loi, donc qui est un western Michael Winner qui est le réalisateur d'Un justicier dans la ville, voilà, qui était un réalisateur qui a fait de tout et n'importe quoi, qui a fini sa carrière en tant que critique culinaire. C'est bien de tout et n'importe quoi. Oui, tout à fait. Et L'Homme de la Loi est un western terriblement ambigu et terriblement radical, puisque ça se passe dans une petite ville de l'Ouest, et les habitants qui ont des problèmes avec des bandits très 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 méchants décident de faire appel à l'homme de la loi. Et en fait, l'homme de la loi arrive, seulement le problème, c'est que l'homme de la loi, c'est Burt Lancaster, qui à l'époque est une sorte de Terminator, enfin tout du moins dans ce film, et qui va appliquer la loi. Mais ce qui s'appelle la loi
très carré, etc., etc. Et le film est d'une incorrection redoutable, et puis surtout, c'est tout ce background qui est, que je trouve, moi, complètement génial, c'est-à-dire ça pose la notion de justice. Qu'est-ce que c'est que la justice et qu'est-ce que c'est que la loi? C'est-à-dire que quand on veut faire appliquer la loi, au final, si on se retrouve vraiment avec l'application des textes de loi, et là, c'est plutôt les textes du flingot de Burt Lancaster, eh bien, on se dit que... Ça, c'est l'exécution de la loi. Voilà, et effectivement, c'est pas super cool de faire appliquer la loi, finalement. Voilà, donc voilà, c'est hyper intéressant, c'est très dense et tout comme film, et le deuxième sera un polar anglais que j'espère que vous ne raterez pas, qui s'appelle Le Piège Infernal, et qui vous rappellera très certainement Get Carter avec Michael Caine. Voilà. Ah bah très bien. Donc tout ça, ça se passe du 28 au 5 novembre. 28 au 5 novembre, à la Cinémathèque. Au 6 au matin, parce que vous savez qu'on finit par une nuit, complète, donc 4 films, des bandes annonces, voilà, des t-shirts et des DVD, tout ça. Et avec ce soir, donc, un ciné-concert, comme et très ce soir, souvent, le ciné-concert. Point de Natura avec Bewitch pour la partie musicale. Tout à fait. Début des hostilités à 21h. 21h, voilà. J'allais dire à 19h, mais c'est parce qu'à 19h, c'est l'apéritif. Voilà, donc vous avez juste le temps de nous quitter pour aller le reboire là-bas. Tout à fait. Allez Fred, à très vite. Merci beaucoup, petite fée de la FM. Et bon festival. Merci. Oscar Hemsch, c'est quelque chose qui est important pour vous, le cinéma? Oui, absolument. Je voudrais pas le phrase. Non, c'est que je suis pas ultra cinéphile, mais parce que c'est vrai que par exemple les gens avec qui vous avez l'habitude de jouer, certains d'entre eux sont quelquefois sur des traductions musicales très cinématiques. C'est pas forcément votre cas. Pas forcément, non. Donc on revient à ce qui nous occupait en début d'émission, ce concert de la recette, donc concert de ce quartet toulousain demain soir au Taquin à partir de 21h à l'occasion de la sortie d'un EP 5 titres. Juste avant que Fred Thibault ne fasse son intervention sur Extrême Cinéma, on en était aux voix. Et c'est vrai que les voix dans votre musique, elles dénotent aussi par le côté, par le parti pris très très soul du traitement de la voix, alors que peut-être, je le disais en début d'interview, le traitement de la musique est nettement plus progressive rock style 70s. C'était vraiment le parti pris, et c'est pour ça que la voix de Théo vous intéressait autant. Ouais, en fait, on est toujours un peu tiraillé entre justement l'aspect pop rock et l'aspect soul de la musique qu'on fait. Parce que tout simplement on a les deux backgrounds et voilà, enfin toutes les musiques afro-américaines en fait font partie des choses qu'on écoute tout le temps, et donc ouais, c'est un peu dur de mixer tout ça, mais on compte bien en fait présenter un projet qui est quand même pop et soul quoi. On peut pas faire autrement quoi, faut qu'il y ait les deux quoi. Peut-être ce travail-là a vu un premier aboutissement avec le morceau que vous aviez enregistré l'année dernière en studio ici à Toulouse du côté de Saint-Jean, un morceau qui s'appelait Space Odyssey, qui avait réuni donc votre quartet plus un petit conglomérat de musiciens toulousains. Un petit orchestre. Voilà, un petit orchestre, il y avait un quatuor à cordes et peut-être 6 ou 7 cuivres et autres instruments. C'est vrai que ce morceau-là, par rapport à l'album justement, dénote beaucoup, parce que là il y a ce mélange entre peut-être univers écrit et univers nettement plus pop et nettement plus soul. Ouais, c'était la jonction entre comment dire, l'ébauche du groupe et ce que c'est maintenant sur l'EP du coup Towards Fulfillment, et donc ouais, il y a justement cet aspect quand même un peu influencé par le jazz. Enfin, je sais que c'est un morceau qui m'a beaucoup été inspiré par la musique de Sun Ra. Et après, par contre, il y a le refrain, oui, qui est une chanson, quoi. Mais il y a aussi de l'improvisation et des parties instrumentales. Et du coup, nous, on avait envie de faire un projet comme ça, un peu grandiose, à l'image de groupes comme Snarky Puppy, qui sont nombreux. Et du coup, c'est cool, quoi. Ça donne une bonne ambiance. Et voilà, mais oui, en effet, c'est vraiment la jonction. Ouais. Vous-même, vous êtes guitariste. La guitare, c'est arrivé comment? J'ai cru comprendre que vous avez commencé finalement très tard, vers 16-17 ans. Non, je commençais à 14. Ah ouais, 14 ans, ouais. C'est 2 ans avant, alors que la majorité des musiciens, j'allais dire, de votre génération, c'est des musiciens qui ont déjà à 14 ans un background d'école de musique assez important. C'est vrai que c'est
c'est quand même assez rare pour un musicien de jazz, j'allais dire. C'est assez rare de commencer aussi tard un instrument. Hein. Oui, mais j'ai commencé tard ma culture musicale aussi. Quand on joue du punk, c'est assez normal, mais quand on joue peut-être du jazz, c'est peut-être un peu plus rare. Ouais, là pour le coup, c'est juste que j'ai pas une famille de musiciens personnellement, et du coup j'y suis venu plus tard via un ami qui faisait de la guitare. Quoi. Voilà, la guitare, elle est arrivée comme ça. C'était un voisin qui avait une guitare et qui vous l'a prêtée. Ah ouais, c'était un ami de la famille qui d'ailleurs, je crois, en fait plus. Donc, et c'est quoi le déclic qui à un moment fait qu'on se dit je veux aller plus loin? Parce que pour le coup, vous êtes allé plus loin. C'est pas simplement apprendre 3 accords et jouer San Francisco devant un feu de camp. Ouais. C'est aller un peu plus loin. Ouais, c'est parce que j'ai découvert des trucs que je soupçonnais pas forcément. Après, même le jazz de manière générale, j'y connaissais rien avant d'arriver au lycée. Et j'ai découvert ça avec une pub pour une bagnole, parce qu'il y avait un morceau de Django Reinhardt dedans. Je me suis dit, ça c'est marrant, je connais, c'était Minor Swing, quoi. Oui, voilà. C'était le morceau le plus connu, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du jazz, quoi. Donc, d'abord jazz manouche, du coup, puis après ouvrir un peu. Donc oui, mais c'est juste une question de hasard, en fait. Oui. Le jazz, c'est une musique qui s'apprend? Oui. Ouais, écoute, sinon je serais un peu embêté. Non, mais vraiment, c'est vraiment une musique qui a besoin de s'apprendre. Je veux dire, on fait du rock avec 3 accords, avec beaucoup d'énergie, une guitare électrique et beaucoup de défauts. Le jazz a besoin d'un apprentissage avant de pouvoir vraiment s'y mettre? Tout dépend de quel genre de jazz on veut faire, quoi. Franchement, je pense que dans tous les styles, il y a des gens qui arrivent à faire des choses formidables avec un minimum de culture, et d'autres qui ont pour vocation de se surpasser, quoi, tu vois. Donc après, c'est pas une obligation d'être un virtuose ou d'avoir une très grande culture musicale, que ce soit dans le jazz ou dans n'importe quel style qu'on veut faire. C'est plutôt si t'as un truc à dire, quoi. Enfin, si t'es quelqu'un de créatif, je pense. Surtout. Donc Oscar M, vous venez avec cet album, il s'est enregistré dans quelles conditions? Alors, on a donc enregistré au studio Condorcet à Toulouse. Donc avec Olivier Cussac. Avec Olivier Cussac et Arthur Hauer, qui d'ailleurs, Arthur Hauer avait enregistré Space Odyssey au studio Elixir, du coup. Et donc cette EP, on l'a produit nous-mêmes. Avec l'aide d'une centaine de personnes qui ont participé à une collecte de fonds sur Kiss Kiss Bank Bank. Du coup, voilà, grâce à eux, on a pu récupérer plus de 4 000 € qui nous ont permis de payer le studio, voilà, faire les t-shirts, les affiches qui vont arriver, les CD, etc. Donc, on remercie à eux. Et du coup, on sort cette EP sur Black Milk Music, qui est un label qui vient de Nancy et qui est basé maintenant plutôt sur Paris. Voilà. Et donc cet album bénéficie d'un guest avec le flûtiste de la formation. En la personne de Magic Malik. Voilà, ouais, c'est ça. Donc qui est venu au studio Condorcet pour enregistrer ses parties. Ouais, voilà. La rencontre, elle s'est fait comment? Bon, c'est vrai que vous êtes monté à Paris, comme on dit, depuis une petite année. Oui, c'est ça. C'est là-bas que vous l'avez rencontré? C'est mon prof. Voilà. Ah ben oui, d'accord. Je suis au conservatoire qui s'appelle le Pôle Sub 93 entre La Courneuve et Aubervilliers. Et donc du coup, Malik enseigne là-bas et il a entendu un bout de Space Odyssey, ça lui avait plu. Donc je me suis dit, ah bah tiens, je vais lui demander. Et donc du coup, il est venu enregistrer donc 2 morceaux sur l'EP, donc sur les 5 morceaux. Donc le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, la flûte, c'était lui? Ouais, voilà, c'est ça. Et il chante aussi à la fin, celui qui chante plus aigu que nous. et voilà, donc on est super contents. Et du coup, il sera là donc demain, samedi 29. 29, c'est voilà, ça. Au taquin. Qu'est-ce qu'il pense, le prof, du travail de son élève? Je sais pas. Il l'a écouté, l'EP, ou pas? Ouais, oui. Et il n'a pas encore fait de retour? Non, mais on va dire que c'est un peu un malotru pour le coup. non, mais on en parlera en temps et en heure. Très bien, donc ça se passe demain au taquin à partir de 21h. Dernière petite question, on vous a connu aussi à Toulouse avec un surnom, Asgar. Vous étiez sur une radio web, Good Morning Toulouse, GMT, où on vous écoutait avec un mix entre techno et house, et où justement l'amour que vous aviez des musiques noires transparaissait complètement.
justement, c'est quelque chose que vous continuez à faire, ça ou pas? Ce travail de DJ. Je savais pas qu'il y avait des gens qui me connaissaient. Ah mais ouais, quelquefois la radio ça s'écoute, ouais. Okay. Ça s'écoute. Et oui, alors je continue plus à faire ça parce que déjà vous êtes à Paris, pour le faire à Toulouse c'est un peu compliqué. Voilà. C'était une période aussi où je produisais pas mal de musique via ordinateur. Du coup, maintenant, mes synthés, je les prête à mon clavieriste sur scène, quoi. Et je me concentre plus sur... Ouais, voilà. Je me concentre plus sur la recette maintenant que sur mes morceaux, que des morceaux en solo. Et mais oui, après, c'était ma période de musique électronique house techno. J'y suis toujours un peu, mais et c'est des choses que vous voulez introduire dans les prochaines compositions de la recette ou pas? Ouais, en fait, je pense que plus ou moins ça y est déjà un tout petit peu, mais pas forcément sur cette EP, mais sur ce qu'on fait en live, il y a quelques petites bribes de house peut-être. Très bien, et bien tout ça on viendra. Peut-être oui, c'est sûr. On viendra en juger sur place demain soir, donc samedi 28, vous serez donc au taquin avec la recette, invité Magic Malik à la flûte, concert chaudement recommandé par la maison. Merci messieurs d'être venus nous en parler ce soir. Et on écoute tout de suite un deuxième morceau de la recette, ça s'appelle Dreamer. Et alors là, c'est peut-être le format le plus pop le morceau avec un format le plus pop de l'album. Ouais. Voilà, Dreamer, la recette. I fell for her like in an abyss. Know her image don't leave my mind. People say that's bliss. Hold on to the next stage. Voilà, donc la recette Dreamer, on ne va pas aller jusqu'au bout parce que l'émission est presque finie. Je rappelle simplement que la recette, on peut les retrouver demain soir au taquin à 21h avec Magic Malik à la flûte comme invité. Et puisqu'on commence à parler des concerts du soir, je vais vous en citer encore quelques-uns pour la soirée qui s'annonce. D'abord, pendant tout le week-end, vous allez avoir droit à la fin du festival Occitania, avec notamment demain à partir de 17h à l'Oustal d'Occitania, rue Malcousinat, la projection de Biais, une série autour des savoirs populaires oubliés d'Occitanie, suivie de celle de Paysans du Rouergue, un documentaire fait à partir de films amateurs tournés par un couple de paysans aveyronnais entre 62 et 71. Festival d'Occitania toujours, avec dimanche 30 octobre à la salle des fêtes de Ramonville, le bal du dimanche avec entre autres Bombe de Bal et Cola Mondina. Festival Occitania donc qui s'achèvera à la fin du mois. Ce soir et demain soir à la Cave Poésie, continuation de la série Musique souterraine. On appelle ça la musique underground, musique souterraine, avec ce soir à 20h30 le Flegmatique, chanteur hors cadre, raconteur d'histoire, poète du quotidien, suivi d'Eddie Cramp et de ses chansons entre pop des années 60 et chansons françaises. Demain, soirée plutôt expérimentale avec les trouvailles poético-musicales de Lucie Laric, suivi du duo clermontois Poulain-Jars, mêlant poésie et performance. Monsieur Roux et Boule seront de leur côté ce soir au Bijou à partir de 21h30. Craco Nights, c'est du free jazz, sera ce soir au Goethe Institut à partir de 20h dans le cadre de la programmation de Jean-Pierre Lérac, un pavé dans le jazz. À Maison Blanche, on peut écouter Sève Trio, musique métissée à partir de 21h. Et puis demain, à l'initiative de Progresson, quelques groupes de la scène toulousaine dont Galbette, Chriswell, Bruno
Bruit qui court, Dirty Fonzie, Underground, Wake Family évoqueront l'année 77 et l'explosion punk. Ça se passera au Bikini à partir de 20h. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Salut les filles. Caramel.